On accueille Charlotte d'Autremont. Charlotte, je ne sais pas si tu... Je suis là. Bonjour à tous. Et on t'entend très bien, donc c'est parfait. Est-ce que tu souhaites partager ta présentation ou est-ce que tu souhaites que moi je la partage et que je passe les slides? Je pense que ce sera plus facile si je la partage. J'ai juste une petite manipulation avec Teams. Oui. Attendez, hop. Dites-moi si vous voyez mon écran. C'est parfait. Ok. Donc, tout d'abord, merci de me permettre de présenter à distance. Ce n'était pas prévu, donc je suis contente de vous retrouver tous. La journée était très intéressante. Alors moi, je vais tenter de vous partager une partie donc, de ma recherche de terrain qui questionne l'hybridation et les réseaux d'outils en éco-conception architecturale et en période de confinement. Donc le projet de doctorat en entreprise, voici les partenaires que vous voyez à l'écran. Donc c'est le laboratoire de culture numérique en architecture de la faculté d'architecture de l'Université de Liège, le bureau d'études intégré B Solutions et avec le soutien du SPOE. Donc ces trois partenaires se situent en Belgique. Alors, j'ai bien entendu aujourd'hui beaucoup de doctorants et de formats de doctorat où en France, vous avez beaucoup de retour là-dessus. En Wallonie, en fait, c'est assez récent. Et donc, à l'Université de Liège, par exemple, je suis la deuxième doctorante à avoir ce type de format de doctorat et la première au sein de la faculté d'architecture. Alors, ma question de recherche, donc, elle a évolué depuis les années où j'exerçais en tant qu'architecte et elle a effectivement, elle s'est co-construite en fait avec ces partenaires que je viens de vous présenter. Aujourd'hui, j'étudie le rôle de la collaboration multidisciplinaire dans l'éco-conception architecturale et particulièrement la place des pratiques numériques et collaboratives, dont celle du BIM. Alors, depuis le milieu du XXe, effectivement, on assiste à un basculement au sein de la recherche en général, mais particulièrement au sein de l'architecture. Et donc ici, je vais prendre un petit peu de temps pour introduire le format du doctorat et les méthodes qui sont utilisées. Alors, traditionnellement, on distingue effectivement en architecture les recherches sur le design de celles par et pour le design, qui s'apparentent plutôt aux recherches appliquées. Donc, moi, on voit ici où je situe mon format de doctorat qui s'inscrit dans une recherche donc, par le design et qui met en évidence les problématiques culturelles, sociales et ou économiques grâce à une articulation entre l'action et la réflexion. Et donc, pour comprendre en fait le système social jusqu'à son essence, donc le ou la chercheur doit effectivement quitter sa méthode passive imposée par la recherche plutôt hypothético-déductive. Donc, soit le chercheur pratique de la conception, on l'a vu ce matin, ou alors il peut collaborer avec les concepteurs, et ce sera plutôt mon cas. Donc, ni expert de contenu, ni développeur de solutions, donc le chercheur devient facilitateur, c'est un autre adjectif qui, je pense, a été présenté en introduction de cette session. Donc, le chercheur devient praticien, réflectif, devant trouver effectivement l'équilibre qui est assez difficile, on l'a vu aujourd'hui, entre les dynamiques d'action et l'apprentissage. Alors, effectivement, les recherches du coup qui sont plutôt traditionnelles, donc par exemple comme la théorie en architecture, effectivement, les étapes se succèdent. En Belgique, il faut savoir qu'une recherche de doctorat, c'est plutôt 4 ans. Et donc ici, on pourrait revoir à l'écran qu'une année pourrait correspondre à chaque étape. En architecture, ces processus séquentiels sont souvent critiqués car ils sont éloignés du terrain réel des concepteurs et donc ils empêchent l'analyse des problèmes complexes de terrain. On peut retrouver aussi ces méthodes ici qui peuvent un peu prendre de la distance par rapport à l'ancrage au terrain aussi, qui collectent plutôt l'interprétation qu'ont les praticiens sur leurs pratiques. Et donc effectivement, de nouveau, les processus séquentiels en conception architecturale qui sont parfois vus comme un système linéaire. Dans mon cas, j'essaye que les processus soient plutôt itératifs et parallèles. D'une part, en conception architecturale, donc ma recherche se concentre sur la phase conception, avec aussi les prémices donc, au stade de programmation, et donc où la formulation des problématiques et la formulation des solutions intermédiaires sont prises en compte à chaque étape et de manière itérative. Il en va de même pour l'organisation de la recherche.
qui se fait aussi de façon parallèle et itérative. Et donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est plutôt la partie collecte de données. Donc, je partage avec vous aujourd'hui une recherche action collaborative, donc qui a pour double objectif, d'une part, le changement de réalité sociale de l'agence sur les enjeux environnementaux en architecture, et la double production des savoirs, c'est-à-dire scientifiques et professionnels sur ce changement. Car en effet, il est difficile de définir de façon claire ce qu'est une architecture éco-responsable. En témoigne le champ sémantique. On parle tantôt d'architecture vernaculaire, écologique, durable, verte, bioclimatique, locale, circulaire ou passive encore. Et donc, bien que ces objectifs soient semblables, leur mise en projet est différente selon que l'approche soit d'écologie politique ou du développement durable. Donc, c'est sur cette question qu'on travaille ici avec, par la recherche-action collaborative, donc, qui s'est formalisée par l'élaboration d'une équipe multidisciplinaire, donc de 10 collaborateurs qu'on voit à peu près ici à l'écran. Donc, on a 3 architectes, 2 ingénieurs énergie, un ingénieur technique spécial, un en BIM, un ingénieur structure, un coordinateur chantier et un géomètre. Donc, on voit ici vraiment la multidisciplinarité de l'équipe. Et donc, les profils des concepteurs en fait s'hybrident. Ils deviennent, avec moi, co-chercheurs. Et donc, c'est en cela que la recherche est originale, puisqu'elle se fait avec et par les designers. Donc effectivement, je m'inscris dans le thème 3 concernant les outils. Donc quels outils et quels usages au sein d'une équipe multidisciplinaire en éco-conception et en recherche-action. Et donc comment retranscrire, capitaliser, quelles sont les modalités d'une recherche de terrain, mais surtout une recherche de plein air en période de confinement, puisque, on le verra, cette recherche-action a commencé un tout petit peu avant le premier confinement. Donc, cette définition des outils a été effectivement citée aussi en introduction. Donc, en fait, quand j'entends outil, je reprends la définition de Calix. Donc, un outil est un objet ou un ensemble d'objets physiques ou numériques incluant ou non des codes propres à l'activité dans le but de réaliser une des 3 actions de la conception. Et donc, c'est à travers l'usage des outils qu'on va pouvoir observer en fait les actions et les tâches propres au changement. Donc, je vous propose ici 2 activités à étudier. Vous l'aurez compris, d'une part la recherche-action et d'autre part l'éco-conception, qui sont 2 activités qui sont forcément corrélées au sein d'un travail collectif. Et donc, les activités sont composées d'actions, c'est-à-dire des étapes qui structurent la réalisation de l'objectif, elles-mêmes structurées par des tâches qu'on voit ici à l'écran. Et donc, les usages des outils que je vais vous partager ici sont observables à travers ces tâches proprement dites. Et donc, les outils en question, donc, ils ont été forcément fortement influencés par le contexte particulier de la pandémie. Et donc, les co-chercheurs étant tous architectes ou ingénieurs, les méthodes, outils ou actions mobilisées sont liées à la conception architecturale. Donc, je vais tenter d'illustrer en fait le réseau d'outils selon l'activité de recherche, de partage des savoirs. Donc, ça, c'est vraiment un point important, et de pratique. Alors, la recherche-action, comme je disais, elle a débuté en février 2020, donc en présentiel, donc par l'analyse des pratiques existantes, donc avec des outils physiques, post-it et papier, comme on le voit ici à l'écran. Et puis, donc, on a rapidement, effectivement, basculé en distanciel. Donc, les nouveaux outils de recherche devaient reproduire ce schéma d'usage similaire à celui du présentiel. Et donc, pour cela, donc, on a eu un couple d'outils numériques qui ont permis, d'une part, donc, par Miro, de collaboration synchrone, couplée à Teams, qu'on utilise à nouveau aujourd'hui. On verra que ces 2 outils se sont imposés dans presque toutes les étapes en fait, des 2 activités présentées. On voit par exemple ici à l'écran que la modélisation du processus qui s'était faite auparavant au laboratoire avec par exemple l'outil Bizagi, voilà, a été modélisé, a été co-modélisé par Miro. Alors, je reprends ici. À gauche, donc on voit les actions qui sont menées avec les tâches et donc les outils qui sont utilisés. Et donc ces outils en fait sont classés suivant le type de tâche, qu'elle soit collaborative ou coopérative, selon l'usage également. Donc un usage de coordination avec une équipe élargie ou restreinte, de communication informelle ou formelle, de production de solutions intermédiaires ou finales,
et aussi de synchronisation dans le temps et dans l'espace et de conservation provisoire ou permanente. Et donc on voit au centre comment ces outils sont transférés pour être partagés, donc pour partager les savoirs. Donc je vous l'ai dit, donc Miro et Teams en fait ont supplanté toutes les réunions, même lors des déconfinements. Donc leur usage s'est étendu à toutes les étapes de la recherche-action et aussi à celle de l'éco-conception, du fait qu'ils permettent la traçabilité et la conservation du processus et des solutions intermédiaires de façon permanente et surtout accessible par et pour tous. Donc, sur base de ces analyses, la modélisation du processus, du nouveau processus d'éco-conception multidisciplinaire qu'on voit ici à l'écran, a permis de décomposer la problématique complexe de l'éco-conception en problèmes simplifiés. Donc, d'une part, l'identification des thématiques durables à aborder, des acteurs impliqués et des étapes et des niveaux de développement à atteindre. Et donc, pour cela, donc on est toujours dans cette recherche-action avec un changement de réalité de terrain. Donc, une boîte à outils a été développée, donc une thématique par chaque co-chercheur. On va voir un peu ici à l'écran. Donc, des outils de pratique, cette fois-ci, ont aussi été nécessaires pour mettre en place cette boîte à outils. Par exemple, des logiciels BIM tels qu'Autodesk, mais aussi des outils tels que Totem, qui est un outil belge d'analyse d'impact environnemental. Alors, cette boîte à outils, elle a été partagée aussi à l'ensemble de l'équipe pour être utilisée en tant qu'outil de pratique. Alors, effectivement, on voit ici un peu à l'écran ce que ça a pu donner, mais donc le travail distanciel en période de confinement a contraint l'amorce au changement de la recherche-action, et donc ce qui se partage normalement sur le terrain. Et donc, il a fallu être inventif pour ça, et donc des capsules vidéo, en tant qu'outil à nouveau, ont été présentées par chaque co-chercheur, ont permis de partager les savoirs à l'ensemble de l'équipe, donc à l'ensemble de l'équipe des 90 collaborateurs, et visionnables au moment le plus opportun pour chaque collaborateur. Alors aussi, donc là on est dans la phase expérimentation, donc les savoirs coproduits ont été expérimentés d'abord sur des projets réels, donc toujours sur Teams, donc des rencontres avec des maîtrises d'ouvrage ont mis en évidence une nouvelle problématique. Donc, la perception de l'éco-conception, de ce que c'est une démarche durable en architecture, est plutôt de l'ordre du vécu, du privé ou de l'émotionnel. Donc, elle reste, même si elle est discutée, elle reste à l'état de concept et d'intention. Ça, c'est ce que la mise en projet a pu mettre en évidence. Et donc, un autre format d'expérimentation a été testé, donc, qui est le jeu de rôle. Donc, le jeu de rôle qui simule une réunion de lancement de projet menée par les co-chercheurs face à une maîtrise d'ouvrage jouée par un collaborateur externe. Donc, à distance, 3 co-chercheurs devaient relever certains points sur base d'une grille d'analyse que l'on avait co-préconçue, on va dire ça comme ça. Et donc, on voit ici à l'écran les quelques outils qui ont été utilisés. Donc, on était en réunion hybride, à nouveau par Teams et Miro. Et donc, ont été utilisés donc, la grille Excel, Teams et d'autres outils de modélisation au crayon ou à la tablette, des images de référence. Donc, on voit un peu ici le panel d'outils à nouveau pour ce nouveau format d'expérimentation. À l'issue de ces expérimentations de jeux de rôle, donc on a eu des moments de reconsidération qui ont été mis en place. Donc, on a eu des échanges virtuels par Teams qui ont été menés par les co-chercheurs. Donc qui ont été collectés à nouveau sur Miro. Donc Miro a vraiment servi à tracer, à garder une trace de tous ces échanges, et donc est à nouveau accessible par l'ensemble des co-chercheurs. Et à l'échelle plus grande, donc à l'échelle de l'ensemble de l'agence, ces moments de reconsidération ont été discutés donc par à nouveau des échanges virtuels et donc à nouveau co-animés par les co-chercheurs et collectés soit par Team Notes par exemple ou par des formulaires synchrones comme l'outil WooClap qui permet de collecter en fait les retours via des feuilles Excel et donc qui donne à nouveau une traçabilité pour chacun. Donc l'ensemble de ce processus, donc en 4 étapes, donc l'analyse, le développement, l'expérimentation et la reconsidération, on est vraiment dans un processus itératif. A permis de réévaluer, de redévelopper en fait les savoirs produits, y compris le processus,
Et donc, voilà, de créer par exemple d'autres outils de pratique qui sont par exemple des notes d'intention qui sont coélaborées et qui sont toujours en cours de co-développement avec Teams et Miro. Et donc là, on voit à l'écran le réseau d'outils qui est utilisé à travers les différentes tâches. Donc on voit ici la recherche-action, les outils de partage de savoir et les outils de pratique en prémisse d'éco-conception. Et donc, toutes les facettes de la recherche se sont hybridées, les profils, dont le mien et celui d'éco-chercheurs, les outils, les méthodes et les pratiques, bien entendu, qui ont créé effectivement un réseau complexe et multidisciplinaire. Alors, les savoirs produits par les outils de recherche sont partagés à l'équipe élargie, donc c'est-à-dire à l'ensemble de l'équipe de l'agence, et transférés vers une activité d'éco-conception. Et donc, le but, ça assure une actionnabilité des savoirs par l'éco-chercheur et les acteurs de terrain. Et donc, même si les usages des outils permettent d'observer les changements, certains sont parfois souterrains et donc échappent à l'analyse. Et donc, la collecte, la traçabilité et l'observabilité des changements deviennent périlleuses. Et donc, leur réalisation se fait en dehors des champs des co-chercheurs ou soit de manière inconsciente. Donc, à terme, d'autres modes de collecte et d'observation seront étudiés et rapportés dans des prochaines publications. J'espère que je suis dans les temps, que je n'ai pas été trop vite et je vous remercie pour votre écoute.